Diable Jump. Yo les bros, c'est Goji, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans un nouveau décor. En vrai, tout n'a pas énormément changé, juste un petit peu modifié l'emplacement et puis rajouter quelques posters. Donc on aura le temps de parler un petit peu du décor un peu plus loin dans la vidéo parce qu'il y a une question à ce sujet. Et oui, aujourd'hui, le sujet de cette vidéo sera justement les questions que je vous avais demandé de poser au sujet de One Piece et que vous voulez donc avoir mon avis ou quoi que ce soit. Dans une de mes reviews de chapitres, c'était 939, peut-être, je ne sais plus exactement, mais quoi qu'il en soit, je vous avais demandé de poser des questions à propos de One Piece et comme ça, je pouvais en faire une vidéo et donc y répondre. C'est chose faite, donc vous avez posé énormément de questions et j'en ai sélectionné 10 d'entre elles. Comme ça va faire une vidéo très différente, très variée, où ça va parler vraiment que One Piece, mais avec du coup plein de sujets, comme je l'ai dit, variés. Donc si vous êtes intéressé pour le prochain épisode, si vous voulez poser vos questions, n'hésitez pas à le faire avec le hashtag spécial QOP. Vous avez juste à faire donc ce fameux hashtag et vous posez votre question, vous l'écrivez en commentaire, vous le publiez et moi je le lirai et donc voilà. Alors oui, effectivement, je suis tenté de vous parler du décor comme j'ai dit maintenant, mais on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo et donc on peut déjà commencer avec la première question. Alors première question de Sharkers. Pour les questions concernant One Piece, Goji, j'ai du mal à me remettre à quel moment dans le manga on parle de Joy Boy et ce que l'on dit de lui. Est-ce que tu pourrais faire un petit rappel sur ce qu'on sait actuellement sur lui? J'adore tes vidéos au passage. Merci beaucoup, bro. Alors c'est vrai que Joy Boy est un personnage qui est énormément présent dans les théories One Piece. Et c'est aussi vrai qu'au final on ne sait absolument rien de lui car ses apparitions, ses mentions se limitent qu'à 2 chapitres et on va dire même 3 à 4 pages sur ces 2 chapitres, donc c'est très minime. Alors les chapitres en question sont les chapitres 628 et 649, et donc c'est Robin qui est à l'origine de la découverte de ce personnage, puisqu'elle découvre le poneglyphe sur l'île des hommes poissons qui contenait une sorte de lettre d'excuse justement adressée à la princesse sirène de l'époque par ce fameux Joy Boy. Et en fait c'est simplement ce qu'on sait de lui, Neptune nous en dit un petit peu plus. Apparemment ce personnage aurait vécu durant le siècle oublié, donc il y a de ça plus de 800 ans, ce personnage était surtout un humain, et il aurait promis quelque chose aux hommes poissons, cette promesse à avoir avec le Noah. C'est pour cette raison que les hommes poissons le protègent depuis tant d'années. Il aurait pas pu tenir la promesse qu'il avait fait donc au peuple des hommes poissons et à la princesse sirène de l'époque. Donc c'est pour ça qu'il a adressé une sorte de poneglyphe d'excuse finalement à ce peuple. Une personne est censée venir de sa part un jour et c'est une légende qui est transmise désormais de génération en génération dans la famille royale et même voilà, sur l'île des hommes poissons en général. Donc c'est le seul truc réellement qu'on sait. Ça c'est résumé l'histoire de Joy Boy. On peut aussi noter quand même qu'il connaissait la princesse sirène de l'époque qui était Poséidon, donc ça c'est très important, et qui semblait du coup entretenir de très bonnes relations avec eux, avec les hommes poissons, au point peut-être même de pouvoir carrément changer leur vie et donc d'avoir une certaine influence en tant qu'humain sur la surface. Donc est-ce que c'est un roi? Est-ce que c'était quelque chose? Nous ne savons rien et c'est vrai que tout le reste vient de théories. Il y a beaucoup de choses qui disent que Joy Boy serait en réalité le roi de l'ancien royaume, comme quoi Joy Boy serait un des ancêtres de Luffy. Il y a énormément finalement de théories à son sujet. Même l'une des récentes serait que le grand chapeau de paille que nous pouvons voir sur Marie-Joise soit son ancien chapeau de paille. Ça je crois que c'était d'ailleurs une de mes théories. Donc oui, effectivement il y a énormément de choses à dire à propos de ce personnage en tant que théorie, mais pas forcément en tant que personnage sur One Piece. Deuxième question de Black Luffy. Bonjour Goji, ça va bro? Je me demande si tu penses qu'il peut exister le haki divin pour toi. Big up à toi et bonne continuation, hâte de voir ta réponse. Donc merci à toi bro, ça va très bien. Alors pour ce qui est du haki divin, en réalité je suis assez mitigé. Je suis assez mitigé parce que je me dis que finalement nous avons déjà le haki des rois. Le haki des rois se limite à lui-même, nous ne connaissons encore que très peu de choses à son sujet, à son réel éveil et potentiel. Et donc on va dire qu'avec la puissance que certains personnages dégagent avec ce fameux haki des rois, c'est compliqué de voir après au-dessus encore un haki divin. Surtout que tout ce qui est lié aux divinités dans One Piece, donc réellement pas que les références, mais vraiment tout ce qui est lié aux divinités, comme les armes antiques par exemple, justement se suffisent aux armes antiques. Et donc avoir quelque chose comme un haki, comme une force vitale qui puisse rivaliser avec quelque chose qui est lié aux armes antiques, admettons, je trouve ça un peu, on va dire, incohérent dans l'œuvre et ça n'aurait pas réellement de sens. Pour moi, un haki divin n'a pas réellement lieu d'être tant que le haki des rois est déjà aussi puissant, comme on peut le voir avec Shanks par exemple, tant que le haki des rois est aussi puissant et encore si peu exploité. Là, pour l'instant, ça serait comme nous rajouter une nouvelle catégorie ou un nouveau éveil de fruit du démon, alors que pour l'instant, Luffy n'a encore pas maîtrisé le propre éveil de son fruit. Donc c'est très très compliqué de parler de ça, c'est une pure théorie qui se base finalement sur pas grand chose à part pour
un plaisir, on va dire, entre guillemets, personnel. Mais c'est vrai que on ne sait jamais. On ne sait jamais, justement, avec le lien qu'il y a dans les divinités, avec tout ça. Oda aime beaucoup jouer avec tout ce qui est religieux et même mythologique. Pourquoi pas une force divine qui puisse être liée au Haki? Why not? Est-ce que c'est réellement impossible? Non. Est-ce que pour l'instant ça a sa place? Non. Mais par la suite, pourquoi pas? Mais moi perso, je trouve ça plus intéressant et plus excitant d'imaginer un ultime stade du Haki des rois qui n'est détenable que par une ou deux personnes, hashtag Goldie Roger ou même Luffy, par exemple, vu que ce sont les rois des pirates, et que justement ce Haki soit inégalé, que tu ne puisses rivaliser avec. Et que ce soit vraiment un Haki qui soit destiné à une personne. Du coup, ça pourrait avoir un Haki un peu, oui, on peut dire un Haki divin, mais ça serait surtout un Haki des rois ultime, que personne ne puisse rivaliser. Parce que pour le coup, un Haki divin, c'est comme si, on va dire, Goldie Roger et Luffy pouvaient se considérer en tant que dieux eux-mêmes, alors que c'est tout ce qu'ils détestent. Et au final, eux, ce qu'ils veulent être, ce qu'ils veulent avoir, c'est la liberté, pas être considérés comme une entité telle, en fait. Donc je pense que non. C'est pas un Haki qui est destiné aux personnages comme Goldie Roger ou Luffy. Troisième question maintenant de Kenny Bao. Hey Goji, tu penses que Vegapunk apparaîtra à Wano et s'il a un lien avec Lady et le siècle oublié? Alors ça c'est une très bonne question, en plus je souhaitais parler de Vegapunk, ça tombe bien. Alors pour ce qui est de Vegapunk en lien avec Wano, c'est quasiment sûr et certain, surtout sur le plan apparition. Pour moi, vraiment, Vegapunk, on parle tellement de lui récemment. Punk Hazard, Whole Cake Island, enfin un peu tout ça, on sent que Vegapunk est de plus en plus présent dans l'œuvre. Et je pense que réellement, c'est le moment où Vegapunk va apparaître sur Wano Kuni. Par exemple, on sait que Orochi voulait Vegapunk, il a carrément demandé Vegapunk au gouvernement mondial. Il a eu des vaisseaux de guerre et tout, mais ça ne suffisait pas. Lui, il voulait carrément Vegapunk. Alors, pourquoi ? On ne sait pas encore, peut-être que c'est pour les Smiles justement, parce que lui il pourrait recréer des fruits du démon plus puissants et plus stables que ceux que Caesar Clown par exemple a créé avec Doflamingo, donc les Smiles. Peut-être que voilà, du coup Orochi voudrait utiliser le potentiel de Vegapunk scientifique pour justement essayer de l'utiliser à ses fins et de peut-être un peu plus soumettre ses citoyens à sa cause. Donc Vegapunk Wano, pour moi c'est indéniable, c'est l'un des meilleurs moments là pour apparaître justement de sa part. Il est trop mentionné, il est trop présent, c'est quelque chose que j'imagine parfaitement. Après son lien avec le siècle oublié et Lady, alors le fait que Vegapunk soit un D, ou qu'ils sachent des choses à leur propos, pas forcément, par contre qu'ils connaissent le siècle oublié, des connaissances dignes en fait des scientifiques d'Ohara, ça me semble logique. C'est d'ailleurs peut-être une des raisons pour laquelle le gouvernement y tient tant. Si Vegapunk a plus de 500 ans d'avance sur tout le reste, ça paraît un peu incroyable qu'il ne puisse pas savoir justement des choses à propos du siècle oublié et même l'époque, peut-être même il sait lire les poneglyphes, ça m'étonnerait même pas qu'il ait créé quelque chose, un algorithme ou quoi que ce soit pour déchiffrer les poneglyphes et donc pour l'utiliser et donc que ce soit en fait vraiment l'atout du gouvernement mondial à ce sujet pour contrer un peu tout ce qui était Ohara ou machin. En gros, si vous voulez, je vois pas le gouvernement mondial ou la marine en général ne pas avoir accès aux informations des poneglyphes, et je pense que Vegapunk est le personnage principal, et c'est le personnage pour justement lire ces fameux poneglyphes. C'est le seul qui puisse être à même de les décrypter avec son intelligence. Et du coup, vu qu'on parle de Vegapunk, j'en profite pour vous parler d'une petite idée théorique que j'ai eue en relisant le chapitre 684. Dans ce chapitre, Caesar Clown fait péter son labo sur Punk Hazard, où se trouvait justement Vegapunk. C'était l'une de ses premières apparitions, c'était même sa première apparition, un peu dans l'ombre, un peu dans le flou, mais en tout cas on a pu distinguer la silhouette du personnage, et c'est à ce moment-là que Caesar Clown a décidé de faire péter le labo où ils étaient. Donc c'est là que vient la catastrophe de Punk Hazard, etc. Il restait donc que les deux scientifiques en tant que rescapés. Donc Caesar Clown, lui, il a pu y survivre, c'est normal, il a le fruit du gaz, c'est un Logia, il est intangible, il ne peut pas vraiment mourir d'explosion ou pas mourir d'impact ou quoi que ce soit. Par contre, Vegapunk, lui, n'est pas mort. Alors, deux choses s'offrent à nous. Soit Vegapunk a donc utilisé une sorte de clone pour se rendre sur Punk Hazard et que finalement ce ne soit pas réellement lui qui est explosé dans cette fameuse explosion, qui soit mort, mais genre une sorte de clone ou un hybride ou quoi. Soit Vegapunk possède lui aussi un Logia. Et là je me dis, le plus grand scientifique du monde, celui qui sait le plus de choses sur les fruits du démon, pourquoi ne posséderait-il pas un fruit du démon? Et un Logia est le fruit du démon qui pour moi est le plus apte à être utilisé par Vegapunk. Parce que déjà, là, comme on l'a vu, s'il a résisté à l'explosion, soit c'est un paramécia vraiment ultra puissant et résistant,
mais je doute un petit peu, soit c'est justement voilà, un Logia avec son intangibilité légendaire et qui puisse vraiment voilà, subir aucun dégât d'explosion ou d'impact ou de projectile, bref. Donc oui, j'avais dans l'idée que ce soit finalement un Logia qui puisse être utilisé dans ses expériences, quelque chose qui puisse être peut-être même en lien avec son intelligence et qui soit peut-être même la source de son intelligence. Donc voilà, en gros, c'est toutes ces petites choses qui me font penser qu'éventuellement, Vegapunk, en plus de posséder un fruit du démon, posséderait donc un de la catégorie des Logia. Alors, quatrième question d'Antoine Burguilo. D'où viennent tes t-shirts et tes posters, s'il te plaît? Donc, j'en ai déjà pas mal parlé. Pour ce qui est des t-shirts, c'est sur Pampling. Donc, nous sommes en partenariat tous les deux. C'est un site qui vous permet donc de trouver plein de t-shirts originaux à des prix vraiment ultra accessibles. Et donc, si vous souhaitez commander là-dessus, vous pouvez utiliser mon fameux code GOJIRDP qui vous octroiera 15% de réduction sur votre commande, donc c'est super intéressant pour vous et moi ça me donne une petite commission. Et pour ce qui est des posters justement, eh bien ça vient de Chris. Alors je vous laisse le lien de son Twitter et du site internet où vous pouvez les commander en description. Et effectivement, il m'en a envoyé plein, comme vous pouvez le voir, je vais augmenter un petit peu la luminosité, attention, technologie. Voilà, donc en fait il y a tous les posters en fait, sauf le cadre YouTube bien évidemment, viennent de Chris, et c'est donc voilà, c'est un super artiste, il est adorable, il est talentueux, et donc tous ces posters viennent bien de chez lui. Donc voilà, si vous voulez les retrouver, ils sont super accessibles, ils sont de très très bonne qualité. Tous ceux qui en ont acheté pourront en témoigner, et vraiment, voilà, si vous souhaitez vous faire un petit plaisir, n'hésitez pas, je vous laisse le petit lien dans la description, comme ça vous pourrez éventuellement donc en commander un ou même plusieurs, je vous le conseille. Il n'y a pas que du One Piece en plus, il y a du Full Metal, il y a du Dragon Ball. Bref, je vous laisse un peu la surprise, allez voir sur le site. Et pour la déco en général, c'est vrai que je voulais un petit peu changer, et avec les posters de Chris que j'avais reçus entre temps, et qui m'avait donné, etc., eh ben je me suis dit, bon, c'est le moment de tout changer, et donc de faire quelque chose d'un peu plus propre en termes de décoration. C'est pas encore totalement ça, mais en gros, ça va être la déco globale. Pour le reste, il y a encore quelques petites améliorations. Mais voilà, si vous avez quelconque avis ou suggestion au niveau de la luminosité que j'ai un peu changé et tout, n'hésitez pas à me donner votre avis, comment vous souhaitez, comment vous voyez cette nouvelle déco, ce nouveau format, si ça vous plaît ou pas. Donc je suis tout oui et j'espère en tout cas que ça vous plaira. Je viens de déménager ma chambre à peu près 3 fois pour trouver le bon setup, mais en tout cas je suis plutôt fier du résultat, c'est vrai. J'ai un peu le job. Alors, 5e question de Eleutherodactylus chlorophénax, j'espère avoir pas trop écorché ton pseudo, je suis désolé, tu m'aides pas des masses, qui m'a fait un commentaire déjà génial. Je commente rarement les vidéos mais exceptionnellement je me permets. Merci pour tout ce que tu fais, je vais pas en faire des tartines même si je n'en pense pas moins, mais merci, tes vidéos sont géniales. Merci beaucoup. J'aurais une petite question pour toi, à ton avis, pourquoi Dragon n'a pas élevé Luffy? Et ça c'est une super bonne question, donc merci à toi encore une fois. Et c'est vraiment une très bonne question, pourquoi Dragon n'a pas élevé Luffy? Alors d'après moi, c'est exactement pourquoi Garp n'aurait pas pu élever Dragon. Et j'imagine en gros que c'est la même raison pour laquelle Usopp n'a pas été élevé par son père et que Yasop a donc quitté sa femme avant son accouchement. Je pense que c'est l'appel de quelque chose, d'un devoir. Concernant Yasop, c'était l'appel de la mer, de devenir pirate, etc. Pour Dragon, c'était pour quelque chose d'un peu plus important, c'était une mission un peu plus importante, et c'était donc tout ce qui était projet révolutionnaire, etc. Je pense que vraiment c'est l'origine même de l'abandon de Luffy en fait. Il pouvait pas s'encombrer d'un gamin, il pouvait pas s'encombrer de Luffy, et même s'il y a encore pas mal de mystères entre leur lien de parenté à eux deux, je pense que réellement, je suis persuadé que vraiment, il n'a pas pu l'élever car c'est simplement son devoir. Il devait faire quelque chose à propos des révolutionnaires, il devait mettre tout ça en place, et c'était le moment où il ne pouvait pas élever un gamin. Et c'est aussi la raison pour laquelle il a confié à Garp. Parce que Garp lui-même, quand il a dû rejoindre la marine, il a dû laisser Dragon à lui-même. Il a dû le laisser à son propre père, enfin, je ne sais pas. Je pense que dans tous les cas, tous les Monkey D, surtout les garçons, ont dû avoir une enfance à peu près similaire. On a vu Garp quand il était gamin, il était exactement comme Luffy, sur un dos de tigre, avec un bâton, avec un trésor, etc. C'était vraiment le petit démon comme était Luffy. Et je pense que pour Dragon, c'était exactement la même chose. Il devait être au royaume de Guan, normalement d'ailleurs il est né là-bas, et il a dû être élevé par je ne sais qui, pendant que Garp, lui, avait ses devoirs, ses fonctions de marine, et il est passé vice-amiral, etc., etc. Bref, c'est toujours, je pense, une question d'appel du devoir. Alors, 6e question de One Piece V. Bonne vidéo, comme toujours, Goji. J'ai une question. Est-ce que tu penses Kim est Uranus? Alors, c'était ma toute première théorie sur l'apparition de Dim à l'époque. Mon idée de base à propos de Dim, j'en ai parlé dans ma review, j'en ai parlé le lendemain dans une théorie dédiée, dans une vidéo dédiée. Et oui, effectivement, je pense toujours autant Kim est Uranus. C'est vraiment quelque chose dont je suis persuadé à 100%. Il y a bien évidemment beaucoup de chances que je me trompe. Ça, c'est que mon avis personnel. Pour moi, je suis convaincu de ma théorie. Mais c'est pas pour autant que ça désigne une vérité vraie et qu'il n'y a aucune raison que ce soit quelque chose de différent.
Bien au contraire, ça peut bien évidemment changer. Moi en tout cas, je reste quand même persuadé que ce soit que Kim est Uranus. Il y a beaucoup d'éléments qui me font penser ça. Je peux vous laisser les liens justement sur mes théories qui en parlent. Et voilà, donc c'est vrai que quand on me parle de ça, quand on me pose une question à propos de Im est égal Uranus, quand on me demande mon avis, ça me fait rire parce que je me dis, mais en fait, dans le YouTube game, en gros, j'étais le premier à en parler. Et maintenant, beaucoup me demandent de mon avis là-dessus, comme si finalement, j'en avais jamais exprimé le moindre avis dessus, alors que c'est totalement faux. Mais non, voilà, je pense toujours Kim est égal Uranus, ouais. Alors, 7ème question de Sébastien Moreau. Salut Goji, petite question, que penses-tu de la théorie du nom de Shanks qui serait un Portgas-D? Merci d'avance à toi de donner ton avis, merci également pour tes vidéos. Donc merci à toi, poto. Alors, concernant Shanks, un Portgas-D, j'en avais là aussi parlé dans une vidéo théorie l'année dernière, suite à un dessin d'Oda. Donc il avait dessiné en fait Ace à l'âge de 40 et 60 ans. Et à l'âge de 40 ans ou 60 ans, je me souviens plus exactement, je me suis dit, waouh, il ressemble à Shanks, un truc de dingue. La coupe, l'air, le charisme et tout, c'était vraiment un Shanks bis quoi. Et je me suis dit, mais qu'il y ait un lien avec Rouge n'est pas impossible. C'est-à-dire que c'est une théorie scénaristiquement parlant, elle passe très bien, mais encore en termes d'éléments, c'est encore un petit peu pauvre. Par exemple, on peut se baser sur leur couleur de cheveux. Portgas-D Rouge et Shanks ont à peu près le même teint de cheveux. Alors après, pour vous expliquer rapidement les points qui font penser que cette théorie puisse s'avérer vraie, il y a quelques trucs comme par exemple que le fait qu'Ace et Shanks donc, se ressemblent plutôt pas mal, qui puissent être liés par Roger via Portgas-D Rouge, la femme de Roger. En fait, ça expliquerait que Shanks et Portgas-D Rouge soient frères et sœurs, par exemple, et que Roger ait donc donné le chapeau, son fameux chapeau de paille, son chapeau de paille légendaire, finalement au frère de sa femme, au petit frère, et qu'il ait donc accepté dans son équipage pour peut-être le protéger ou quelque chose comme ça. Ce qui expliquerait aussi éventuellement pourquoi Shanks avait le Gomu Gomu no Mi, parce que ça serait en lien avec le fait que sa sœur, donc Portgas-D Rouge, avait ce fruit du démon avant, ce qui pouvait justifier le fait qu'elle ait une grossesse de 20 mois pour protéger Ace grâce aux aptitudes conférées par le fruit du Gomu Gomu no Mi. Il y avait aussi leur rousseur qui serait un des points communs qu'ils partagent. Et vous évitez toute blague sur les roues avec moi, mais de suite, vous enlevez toutes vos idées de la tête. Il y a aussi des choses comme quoi si Shanks avait averti Barbe Blanche de la dangerosité de Teach pour protéger Ace, bah ça serait en fait parce qu'il protégeait en gros son neveu, un membre de sa famille. Voilà, ça vaut ce que ça vaut. Bref, en gros, il y a quelques petits éléments pas si incroyables que ça, mais qui peuvent tenir. Je les avais d'ailleurs encore une fois donc détaillés dans la vidéo de l'année dernière. Je vous invite à la regarder. Elle dure pas très longtemps si la théorie vous intéresse. Comme ça, vous pourrez vous faire peut-être une idée un peu plus précise de cette théorie et de finalement pourquoi Shanks serait bien un Portgas-D. Donc voilà, c'est une théorie moi pour le coup qui m'a plutôt pas mal charmé et effectivement je trouve que scénaristiquement parlant ça collerait plutôt bien. Alors, 8ème question de Aetzaz Ashraf. Sans blague, t'imagines quel couple des Mugiwara? Après l'intrigue ou pourquoi pas à la fin? Alors, couple entre Mugiwara, franchement je pense pas. C'est une famille de base. C'est des gens qui ne peuvent, on va dire, pas être ensemble, même s'il y a l'amour du côté de Sanji. Je pense réellement que du côté des Mugiwara, d'ailleurs je crois qu'Oda en avait parlé une fois, mais j'ai plus la source et je préfère pas trop m'avancer, mais que eux sont une famille en gros. Et c'est comme un bon gros groupe de potes qui peuvent être ensemble parce que justement ils se connaissent aussi bien que s'ils étaient frères et sœurs ou de la même famille. Donc on n'est pas dans Game of Thrones. Il peut pas y avoir ce genre de peut-être de bail un peu chelou. Par contre, relations externes, oui, ça c'est clairement possible qu'ils soient en couple avec des personnages extérieurs à l'équipage des Mugiwara, et même ça commence petit à petit à se mettre en place. Parce que c'est normal, ça tient d'une certaine logique, il faut que leur héritage puisse perdurer. Il y a typiquement Sanji et Pudding qui sont de parfaits exemples, parce que c'est deux personnages qui s'aiment au final, mais qui ne peuvent être ensemble dû à l'équipage, etc. Au fait que l'une soit dans l'équipage d'un Yonko, l'autre dans l'équipage d'un Supernova qui a attaqué ce Yonko en question. Il y a vraiment beaucoup de choses qui font que les deux personnages ne peuvent pas être ensemble pour l'instant. Mais par contre, à la fin, quand on se doute que soit le règne de Big Mom s'achèvera ou quoi que ce soit, on ne sait pas les raisons, que Sanji et Pudding puissent être ensemble. Parce que c'est la première fois qu'une femme aime réellement Sanji pour ce qu'il est. Et alors que Sanji, bien évidemment, l'aime aussi. Donc voilà, typiquement, c'est un super bon exemple. Il y a aussi le cas Usopp et Kaya, qui sont deux personnages qui sont très proches et qui sont pas qu'amis parce que ils avaient quand même cette petite relation entre eux. Et typiquement, à la fin, pourquoi pas, une fois que Usopp revient au pays, qu'il puisse enfin finalement se marier avec Kaya. Peut-être que Chopper va la soigner une bonne fois pour toutes et que du coup, ils pourront vivre des jours heureux. T'as aussi le côté Bois Hancock Luffy, mais c'est vraiment différent parce que Luffy, en fait, t'as l'impression qu'il ne peut pas aimer d'amour. C'est un personnage qui, son cœur est déjà pris par la mer, par la liberté, par tout ça. Et je pense que concernant Luffy, même si je vois forcément une descendance pour lui,
j'ai du mal à la voir avec une femme, peut-être même comme Bo Hancock, c'est un peu compliqué à imaginer, de par sa cruauté, de par beaucoup de choses. En tout cas, ouais, là aussi, une fois de plus, Luffy, ça m'étonnerait qu'il n'ait pas un héritage qui soit perduré de ce côté-là. Franchement, pour ce qui est des couples externes au Mugiwara, je pense que c'est réellement une nécessité. Je vois pas pourquoi les autres auraient droit à l'amour, et bah, finalement pas les Mugiwara en question. Pas entre eux, mais en tout cas avec des personnages externes, ouais. Alors, 9e et avant-dernière question de Golgoth, ma question pour la vidéo, pourquoi et comment Sanji est capable de faire des flammes? Je n'ai jamais trop compris comment il faisait ça. Eh bien là, pour le coup, c'est encore une fois une bonne question, parce que pour l'instant, on ne sait pas. On ne sait pas, mais la seule explication logique soit due à une modification génétique que Jaji Vinsmoke a fait à ses enfants. On sait très bien que sur ces 5 enfants qu'il a eu, il y a seulement, en fait, finalement, Sanji qui n'a pas eu de changement génétique particulier, tandis que tous les autres ont eu des pouvoirs du style poison, du style de la foudre, des trucs comme ça, bref. Et Sanji a été apparemment le seul à ne pas avoir de capacité physique développée ou différente. Mais peut-être, alors du coup il a été considéré comme un gros échec, l'échec du Germa, mais finalement peut-être qu'en développant ces techniques, en grandissant, etc., Sanji a peut-être développé une aptitude liée au feu, et donc ça expliquerait d'où il puisse en fait générer le Diable Jump, pourquoi le feu puisse être tant représenté à travers son corps comme s'il s'enflammait, etc., que ce ne soit pas qu'un running gag, comme je l'avais expliqué. Effectivement, il se peut que Sanji soit plus puissant des gamins des Germa, que sa modification génétique soit la plus réussie, parce qu'en plus de garder toutes ses émotions, son humanité en fait, il puisse utiliser un pouvoir encore supérieur aux autres et de plus en plus naturellement. Donc je pense que ça peut venir que de là. Mais c'est vrai que ça manque de clarification pour le coup et on peut se baser au final que sur cette petite déduction. Peut-être ça sera expliqué plus tard dans l'histoire, dans le manga, je n'en doute pas, mais en tout cas, il est clair que la modification génétique qui a entre guillemets échoué du côté de Sanji n'y est pas pour rien. La dernière question de The Raptor Prod, salut Goji, merci pour tes vidéos. Pourrais-tu faire un petit résumé des différents livres ou supports existants sur One Piece? Je veux dire en dehors de l'œuvre principale. Alors, merci à toi pour ton super commentaire, l'ami, je vais pas le lire en entier, mais il m'a beaucoup touché quand je l'ai lu, donc merci encore. Et concernant le résumé des livres différents de One Piece, c'est un peu compliqué à faire, je peux te dire les catégories, il y a les databooks, il y a les One Piece Magazine, il y a aussi certains romans qui ne sont disponibles qu'au Japon, il y a en général, voilà, tu as aussi les One Piece Party, et à part les tomes de films, c'est à peu près tout. Moi par exemple, si je vous conseille un achat bien particulier lié à One Piece, autre que les tomes, ce sont bien les 4 databooks de One Piece, pour moi c'est le Graal. En fait c'est un résumé de ce qu'Oda n'a pas pu mettre dans son histoire, directement dans l'œuvre, et donc tu as plein de petites infos comme le nom de certains personnages que tu ne connais pas, leur aptitude, leur histoire, et même des choses sur les personnages que tu connais mais que tu ne savais pas avant. Et c'est super intéressant, je pense que c'est vraiment le Graal et pour tout fan de One Piece, ou pour ceux qui sont un peu intéressés par l'univers théorie. Je vous conseille vraiment d'en acheter, ça coûte pas plus cher qu'un tome normal, étonnamment pour la dose d'informations qu'il y a. D'ailleurs, ils sont tous là derrière. Et c'est des choses que j'ai beaucoup utilisées pour mes théories, donc j'essaye justement d'inclure ça au maximum et d'en parler pour montrer aux gens que c'est vraiment très intéressant. Et donc voilà, c'est vraiment les principaux livres que je te conseillerais, par exemple, d'acheter, qui sont externes à l'histoire de One Piece, mais qui ne sont finalement pas tant que ça. Après, sinon, effectivement, il y a le One Piece Magazine que je n'ai pas encore acheté parce qu'ils sont assez coûteux, mais qui sont aussi bien riches en termes d'informations, pas autant que les databooks ceci dit. Et donc voilà, je pense qu'on a fait le tour, on a parlé pendant un bon moment, il y avait beaucoup de questions. La prochaine fois peut-être on fera un peu plus court, mais en tout cas n'hésitez pas une fois de plus à poster votre question dans la zone des commentaires avec le hashtag QOP pour les questions One Piece. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me donner vos avis, vos retours sur ce petit format, j'aimerais que ce soit plus récurrent parce que ça permet de parler de One Piece dans quelque chose d'un peu, dans un contexte varié, un peu différent, que ce soit pas sur un sujet précis. Donc ça permet d'ouvrir la discussion à pas mal de choses et puis ça me permet de faire des vidéos peut-être un peu plus souvent, excusez-moi pour le son, ça permettra de faire des vidéos un petit peu plus souvent parce que ça demande pas énormément de travail en tant que montage ni en tant qu'écriture. Donc ça peut être des petites vidéos bonus additionnelles, pas dégueu, je pense que ça peut être vraiment sympathique de proposer ce genre de contenu de temps en temps. Donc les bros, il n'y aura pas de review du chapitre 942, pas cette fois-ci, par contre pour le prochain chapitre, on se retrouvera sans aucun souci. Je vous dis à très bientôt, j'espère que cette vidéo une fois de plus vous aura plu. Portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, et puis à très bientôt, peace les bros.